Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23, non, le 28 février 2023. C'est assez surprenant car j'ai bien entamé ma deuxième année consécutive. J'étais parmi vous depuis le 8 février 2022. Je n'ai pas manqué un seul rendez-vous. Ou si j'en ai manqué un, je me suis repris en commettant une deuxième vidéo dans la journée même. Alors, je considère ne pas avoir manqué à notre rendez-vous quotidien. Mais ce qui est étonnant dans ce continuum, c'est de revivre les saisons. Voyez. Je sais que je vois apparaître dans ma banque de vidéos, j'ai le teint hâlé, j'ai une chemise courte, il y a des feuilles aux arbres. On sent que l'air est bon. Et là, aujourd'hui, une autre tempête de neige qui n'a rien d'étonnant en cette période-ci de l'année. Mais à la même date, l'année dernière, sans doute, je commentais l'agression russe en Ukraine et dont la situation se dégrade, hein, n'est-ce pas? Je veux pas en dire davantage, mais j'ai quand même l'intuition que ça va bientôt se terminer. Voilà. Il y a tout lieu de croire que la Russie est en train de s'exténuer dans cette guerre amorale, immorale, honteuse, et je pense que les jours de Poutine sont comptés. Je pense cela. Un chef de gang doit toujours offrir des gages à ses affidés. Et présentement, il a beau exécuter quelques oligarques ici et là, il y en a qui sont encore vivants. Et il y en a donc qui disposent de moyens très importants et qui sans doute doivent réfléchir jour et nuit afin de mettre fin à cette agression inepte qui ne donne pas les fruits vénéneux escomptés. Je m'arrête là pour ce qui est de l'Ukraine. D'ailleurs, sur ma propre page Facebook, j'ai pris la résolution de ne plus en parler. Car quelques-uns apparaissaient m'expliquant le Donbass, le temps et tout et tout. Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre toutes les ramifications euh, géopolitiques, stratégiques de tout cela. Mais ayant grandi dans le quartier le plus violent d'Amérique du Nord, je sais reconnaître un voyou, je sais reconnaître un bum, comme on dit au Québec. Et ça, la voyoucratie, je ne m'y trompe jamais. Alors, une brute, c'est une brute. Et je n'ai pas besoin d'être très, très, très intelligent pour réfléchir à la manière que réfléchit une brute. Mais, semble-t-il, les intellectuels sont fort doués en ce domaine. Et comme Lars von Trier l'a montré dans quelques-uns de ses films, les intellos, bien souvent, ont le culte de la force brute, ont le culte des muscles bien huilés, ont le culte de la violence, autrement dit. Ou en tout cas, ils sont capables de survoler et, et de comprendre. Je n'ai pas ce culte-là, et au contraire, je ne l'ai pas du tout. Pour moi, la violence, c'est toujours une manifestation d'échec. Ça veut dire que tous les autres moyens ont échoué, tous les autres moyens intellectuels ont échoué. Et voilà, je n'en dirai pas davantage. Je n'en dirai pas davantage. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais si cette vidéo-là, ce soir, aura deux parties. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ces quelques pages que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Et j'ai bien tenté d'avoir plus d'informations sur... Ouais, ça va être en deux parties, tout compte fait. J'ai bien tenté de glaner de l'information sur
cette brochure qui n'aura connu vraisemblablement que 3 livraisons. Alors, je vais vous les montrer. Brochure qui s'appelle le Carré. Le Carré, alors ici, vous avez le 1. Tenez, je vous le montre à l'écran. Le Carré, numéro 1. Ah, je lis, est-ce que c'est un 4? Ah, peut-être ça a 4 numéros. Enfin, c'est difficile de savoir. En tout cas, assurément, ici, vous avez... Est-ce le 2? Ici, vous avez le 3. Et je présume que celui-là, c'est le 4, mais est-ce qu'il y a un 4? Est-ce qu'il y a un 4 écrit là-dessus? Voilà, je vous le montre, tenez. Voilà. Alors, c'est quoi au juste? Alors, on va y aller avec le volume 1. Alors, c'est l'organe du Carré Saint-Louis. Premier numéro, juin 1969. Et qui trouvons-nous dans ce premier numéro? Alors, on va regarder ça ensemble. Et qui en sont les fondateurs, les rédacteurs? Eh bien, vous ne serez peut-être pas étonné d'y retrouver le célèbre baron Philippe, qui a été l'objet de quelques-unes de vidéos commises il y a déjà quelques semaines. Le baron Philippe, qui est mort très tôt, personnage haut en couleur de la contre-culture, mais qui n'a pas laissé d'œuvre. Alors, il a laissé une trace disparate, des traces disparates, ici et là, qu'on peut retrouver dans diverses publications éphémères. Il a même commis 45 tours. Assez écoutable, ma foi, mais pas davantage. Mais étant mort très tôt, n'a pas pu livrer davantage ses fruits. Et il va sans dire que pour rester, il faut avoir fait une œuvre. Et ça, c'est à minima. Mais c'est loin d'être sûr, même si vous avez fait une tablette, même si vous avez écrit plusieurs livres, c'est loin d'être sûr que la postérité, qui est frivole et dédaigneuse, retiendra vos travaux. En tant que libraire, l'occasion est d'ancien, depuis plus de 30 ans, je suis à même de constater combien cette postérité, elle est pusillanime, elle fait bien ce qu'elle veut. Mais cependant, la qualité, l'extrême qualité, ou en fait, c'est pas tellement la qualité. J'ai développé une théorie là-dessus, en fait, une théorie, n'exagérons pas, mais je pense, si on fait une évolution des mœurs, voilà. Et si on fait une évolution des mœurs, et certaines œuvres commises dans le passé peuvent coïncider avec les mœurs d'aujourd'hui. Et que les œuvres créées aujourd'hui, publiées aujourd'hui, peut-être certaines d'entre elles vont coïncider avec les mœurs de 2080. Peut-être que certains personnages, certains textes, certains auteurs auront déployé au cours de l'année 2023 un type de sensibilité qui sera, que percevra avec beaucoup de finesse les 2 prochaines générations. Et qu'au fond, il y a comme entre les œuvres et les mœurs, les sensibilités d'une génération, peut y avoir des affinités, voire des accointances. De la même manière que certaines sensibilités, certaines œuvres qui nous sont parvenues aujourd'hui, œuvres qui auront été écrites et publiées il y a 100 ans, nous paraîtront
insensés, en fait insensés dans le sens de ne dégageront aucun sens. On ne comprendra pas de quoi il est question, nous ne comprendrons pas les usages, les mœurs, la manière de voir le monde, les rapports entre humains, entre gens, euh, entre gens, entre sexes différents, et que ça va ressembler peut-être à un document ethnologique, mais qui en rien ne nourrira notre sensibilité littéraire. Et que ces œuvres-là vont être, oui, des documents témoignant d'une certaine mentalité, mais ça n'intéressera qu'un petit nombre d'historiens qui pourront y déceler la manière de voir les choses ou la manière de vivre. Et qu'au fond, la sensibilité moderne n'y trouvera pas son compte. Ainsi, Lautréamont ou Rimbaud nous parlent encore. Tandis que Sully Prudhomme ne nous parle pas, ne nous rejoint pas. La sensibilité de Sully Prudhomme, elle est déphasée avec la nôtre. Est-ce que dans 60 ans, 70 ans, 80 ans, un Houellebecq ou un Tesson ou tous les auteurs qui jouissent d'un large crédit, peut-être que la sensibilité, dans 80 ans, ne comprendra absolument pas le désarroi de l'homme occidental. Peut-être allons-nous passer à une autre étape, ou peut-être les choses se seront même aggravées, faisant de telle sorte que Houellebecq nous semblera, pour ne nommer que lui, un aimable plaisantin, voire un amateur. Alors je pense que la postérité, c'est une question qui va avec les mœurs. Davantage, parce que la qualité esthétique, ça pourrait être subjectif. Tandis que les mœurs, elles, ne le sont pas. C'est pour ça aussi qu'on retrouve certains auteurs, certaines autrices, qui aujourd'hui, comme Annick Wittig, ça nous parle aujourd'hui. Elle a publié des livres dans les années 60, des années 70, qui coïncident avec les préoccupations des non-binaires, des transgenres, de la fluidité des identités sexuelles, par exemple. Et là, elle paraissait une pionnière, même si ces questions-là étaient discutées dans les années 70, années 80. C'est des discussions qui avaient lieu, bon, de manière peut-être moins évidente sur la place publique, mais ça avait lieu. Ça va être une vidéo en 2 parties. Je ne fais que m'égarer. Alors, pour en revenir, ouais, ça va être vraiment en 2 parties. Parce que, alors, le baron Philippe, vous disais-je, qui n'a pas eu l'occasion de créer une œuvre, donc il est devenu une sorte de personnage marginal, mais important, d'une époque et d'un élan qu'on a appelé la contre-culture. On retrouve également dans ce numéro Normande Junot. Je pense que Normande Junot, c'est à vérifier, elle est devenue cinéaste. En tout cas, il y a un prix qui était donné pour le court-métrage qui porte son nom. On retrouve aussi mon père. Alors, on retrouve mon père. On retrouve, pour nommer les noms, Pierre Cadieux, qui a été un proche de mon père. On trouve Marcel Côté, Lorraine Etier, Gaston Thibault, Robert Cartier, Mitch Benoît, Normande Junot, mon ami Georges Raby, dans ce numéro-là, en tout cas. Alors ce soir, tenez, je vais vous lire ce qu'on y dit, une
toute petite entrevue que mon père, Bob Lalonde, a accordé à Normande Junot. Alors, donc, vous avez compris que ça va être une vidéo en deux parties. Il y a des choses très intéressantes. Il y aura des choses très intéressantes dans la deuxième partie de cette vidéo-là, où il sera question, entre autres, du BDiste André Montpetit et du felkiste Charles Gagnon. Alors, et de Claude Effly, pour lequel je nourris une sincère inclinaison. Au carré, autour de 10 heures le lundi matin, le monde est rare. Pourtant, il devait être autour de cette heure-là lorsqu'il est arrivé. Il s'est assis juste en face de la fontaine. Il portait un gilet vert, des pantalons verts. Il a regardé les oiseaux un bon 10 minutes. S'il y avait eu des chiens, il les aurait probablement regardés aussi. Je méditais sur les oiseaux. Ce fut sa première phrase. J'eus beaucoup de difficultés à lui en faire dire assez pour bâtir un article. Enfin, c'était un poète. Il y a 5 ou 6 ans, je demeurais déjà au carré. La Marche et moi, nous voulions réunir les habitants du carré et y former un village, à peu près comme il en est sur le point de s'en créer un présentement. Dans ce temps-là, il y avait des peintres qui exposaient tout autour du parc. Tout était parfait, sauf la ville, qui, avec son souci constant d'organisation, a tout désorganisé. La conversation était engagée. Sujet de transition, changement de sujet. Bob Lalonde parlait lentement, sans aucun goût apparent à la conversation. Un livre, c'est un miroir. On se voit dedans et on y voit tous ceux qui nous entourent. J'ai publié 2 recueils de poèmes, j'en écris encore, je n'ai pas encore songé au roman. Écrire, c'est une façon de s'exprimer au même titre que la peinture, la musique, la danse. L'écrivain, d'après moi, doit se placer un peu en retrait de la société pour mieux vous observer, pour mieux voir les choses aussi. Moi, je décris ce que je vois, ce que j'entends, et j'essaie de décrire ce que je ressens. Un poète reste égocentrique, qu'on dise ce qu'on voudra. Chaque poème est une grande aventure, et je suis un grand aventurier. C'était Bob Lalonde, un poète. On peut dire quelques mots. Hein? Le Carré Saint-Louis, oui, qui était, on peut dire quasiment la capitale culturelle du Canada français. Et dans ces années-là, fin des années 60, début des années 70, c'était le chef-lieu des hippies et de la contre-culture. Et quant à la forme, ça a été imprimé sur une Gestetner. Alors, vous savez c'est quoi une Gestetner? C'est avec un stencil, soit la dactylo ou soit avec un crayon suffisamment pointu, mais pas trop pour pas déchirer la feuille. Avec le stencil, sur une plaque tournante, on faisait rouler les feuilles. On les faisait tourner sur elles-mêmes. Et il fallait y ajouter une feuille à la fois, afin Et après, ben, soit on brochait, on faisait de cet assemblage de feuilles, soit on les brochait, et voilà. Et c'était l'usage, en plus, la Gestetner, l'ancêtre des photocopieuses. Mais les photocopieuses, déjà, c'est une autre technique. Mais toute cette période de la Gestetner
jusqu'à la photocopieuse, et là maintenant avec la dématérialisation, on est entré dans un autre domaine, on peut dire que ça c'était des éphémérias. Mais ce n'était pas des zines. Alors c'est quoi un zine? C'est quoi un fanzine? Eh bien, un fanzine, c'est une contraction de deux mots, magazine et fan. Alors souvent les fanzines tournaient autour soit d'un artiste connu, soit d'un personnage de bande dessinée, ou encore les fanzines ont connu une grande expansion aux alentours des années 50 dans l'arrivée, en fait, de la science-fiction. Et on dit, en tout cas les historiens des zines et des fanzines, font remonter les premiers fanzines aux années 20. Alors, la recherche, elle est immense parce que les fanzines et les zines ont donné lieu à une extraordinaire excroissance d'imprimés. Et certains d'entre eux, bon, ça, ce n'est pas un fanzine à proprement parler, mais c'est une publication éphémère, ont vu des artistes importants y participer. Alors, alors voilà. Alors c'est tout pour ce soir. Alors demain, je vous donne rendez-vous avec plus de détails sur le carré, cet organe du carré Saint-Louis. Je n'ai rien trouvé. Peut-être que ma recherche n'a pas été assez exhaustive. Je n'ai rien trouvé de plus substantiel que ce que je vous en dis. Alors j'ai fait une recherche de biais. Je suis allé voir les principaux instigateurs et les principaux artisans de cette publication. Mais cette publication-là a vu naître certains artistes qui sont devenus assez importants tout de même. Et c'est ça qui est étonnant, c'est cette espèce de petite pépinière, ce vivier d'individus singuliers. Et c'est une question qui me taraude beaucoup, ça. Comment demeurer singulier dans un monde qui nous oblige avec beaucoup de violence à la normalité. Et je serais bien en peine de vous dire c'est quoi la normalité. Mais voilà. Je n'en dirai pas davantage pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. À demain pour la suite. Le carré Saint-Louis. Le carré, organe du carré Saint-Louis, tome 2.